C'est lui? Tu n'aurais pas dû rire. J'ai franchi les portes de la salle d'audience et mon ex-femme, Rachel, a eu un véritable rire nerveux. Son nouveau petit ami, Marcus, un ancien flic, s'est penché vers elle et a dit « Ce n'est qu'à moins que rien ». Juste assez fort pour que tout le monde entende. Ils avaient truqué des photos, inventé des témoignages et dissimulé 45 000 $ de notre argent dans une société écran. Mais c'est alors que la juge Catherine Mills a levé les yeux et m'a reconnu. Elle a blêmi, sa main s'est figée à mi-chemin du maillet et elle a prononcé une phrase qui a plongé toute la salle dans le silence. C'est à ce moment-là que Rachel et Marcus ont compris qu'ils venaient de commettre une erreur monumentale. Je m'appelle Daniel Morrison, j'ai 43 ans et j'ai passé les 18 dernières années à bâtir Morrison Industrial Solutions pendant que ma femme se construisait secrètement une autre vie avec un type qui portait autrefois l'insigne. J'aurais dû m'en douter quand Rachel a commencé à se rendre à ses réunions de quartier toutes les semaines. J'aurais dû me demander pourquoi elle ne s'intéressait plus à mes journées. Mais le recul n'est qu'un autre mot pour désigner le regret, et c'est un langage que je connaissais par cœur jusqu'à mon entrée dans ce tribunal. La porte m'a semblé lourde. Peut-être était-ce le poids de ce qui allait suivre, ou simplement l'humidité de ce matin de septembre à Cleveland. Quoi qu'il en soit, j'ai poussé la porte, ma mallette à la main, le chouchou bleu préféré de Lily autour du poignet en guise de porte-bonheur. C'est là que j'ai entendu le rire de Rachel. Pas le vrai, celui de notre vidéo de mariage que j'avais trop souvent regardé, mais ce nouveau rire factice qu'elle avait perfectionné au cours de l'année passée. Tranchant, calculé, fait pour blesser. Elle était assise 4 rangs derrière moi, avec Marcus Webb à ses côtés, l'ex-flic qui avait réussi à la convaincre qu'une pension et un sourire assuré valaient bien de plaquer 2 enfants et presque 20 ans de mariage. Marcus s'était penché si près d'elle que son eau de Cologne devait se mêler à son parfum dans un mélange écœurant. Sa voix apportait parfaitement à travers la pièce silencieuse. Ce n'est qu'à moins que rien. 4 mots. Il n'en a pas fallu plus. Rachel a ri de nouveau, plus fort cette fois, et les têtes se sont tournées. Sa sœur, Beth, a arboré un sourire narquois au rang derrière eux. Le pote de Marcus, un collègue du service, a hoché la tête comme s'il venait de lâcher la chute d'une blague préparée depuis des mois. J'ai continué d'avancer, un pas après l'autre, exactement comme on nous l'avait appris à l'entraînement de base, 23 ans plus tôt. Ne pas réagir à la provocation, ne pas répondre à l'hostilité. Avancer, tout simplement, avec détermination. Mon avocate, Patricia Harman, m'attendait à notre table. Elle portait fièrement ses 68 ans, mais son esprit était plus vif que celui de la plupart des juristes ayant la moitié de son âge. Elle a levé vers moi un regard assuré et a eu un léger hochement de tête. Puis, tout a basculé. La juge Catherine Mills est sortie de son cabinet, classant ses dossiers, à moitié concentrée sur l'ordre du jour. Lorsqu'elle a levé les yeux et m'a vu debout, elle s'est vidée de son sang, comme si on avait ouvert une vanne. Sa main s'est arrêtée net avant de frapper le maillet. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis refermée. « Est-ce vraiment lui ?» a-t-elle dit, dans un souffle à peine audible, mais l'acoustique de la salle a donné à ses paroles l'écho d'un cri. Toute la pièce s'est figée. Le rire de Rachel s'est étranglé dans sa gorge. Le sourire de Marcus a vacillé. Même la greffière a cessé de taper, les doigts suspendus au-dessus des touches, comme si elle avait oublié la suite. La juge Mills m'a fixé pendant 3 secondes pleines qui m'ont paru durer 3 heures. Puis elle a baissé les yeux vers un dossier scellé sur son bureau, l'a effleuré une fois et a pris une grande inspiration. Patricia s'est penchée vers moi sans quitter la juge des yeux. « Ça, a-t-elle chuchoté, c'est exactement ce que nous voulions. » Je me suis assis. J'ai posé délicatement ma mallette au sol et j'ai croisé les mains sur la table. Rachel murmurait maintenant à l'oreille de Marcus, le visage crispé par la confusion. Il a haussé les épaules, mais toute son assurance s'était envolée. La juge s'est raclé la gorge. « La séance est ouverte. » Les papiers du divorce étaient arrivés un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi était toujours ma plus grosse journée à l'usine. J'étais rentré vers 21h30 pour trouver l'enveloppe coincée dans la porte moustiquaire comme un coup de couteau. Rachel était partie tôt ce matin-là sans dire où elle allait.
À bien y réfléchir, elle faisait souvent ça ces derniers temps. Je m'étais assis à la table de la cuisine, celle que nous avions achetée dans un vide-grenier 14 ans plus tôt, et j'avais parcouru 26 pages de jargon juridique. Rachel Morrison contre Daniel Morrison. Ce petit mot, contre, m'a brisé. Nous étions censés être des partenaires. Nous étions désormais des adversaires judiciaires. Elle avait déjà emporté la moitié de ses vêtements. Je ne m'en étais pas rendu compte avant cet instant, debout dans notre chambre, fixant les cintres vides comme la preuve d'une réalité que j'avais été trop aveugle pour voir. Le comptoir de la salle de bain était plus dégagé que d'habitude. Son parfum coûteux avait disparu. La photo de nous deux, lors de notre lune de miel dans les Smoky Mountains, avait été retournée sur la commode. J'ai déménagé 2 semaines plus tard dans un duplex de l'ouest de Cleveland, le genre d'endroit où le propriétaire accepte encore les chèques personnels et ne pose pas de questions. Une chambre, une salle de bain, une cuisine avec des appareils de la fin des années 90. Le robinet de l'évier fuyait sans discontinuer. Je m'étais promis de le réparer, mais je ne l'avais jamais fait. Certaines nuits, je restais éveillé à écouter ce goutte à goutte, en me demandant si c'était à cela que ressemblerait le reste de ma vie. Une existence solitaire, répétitive, rongeant lentement tout ce qu'il y avait de bon. Owen, mon fils de 13 ans, est venu pour ce premier week-end. Il a traversé l'appartement comme s'il visitait une scène de crime, les mains dans les poches, les épaules voûtées. « Elle est où ma chambre ?» a demandé Lily, ma fille de 9 ans. Je lui ai répondu « Tu prends la chambre et moi je dormirai sur le canapé. » Elle a pleuré quand même. « Maman a dit que tu voulais prendre tes distances avec nous, » a dit Owen sans me regarder. Il se tenait près de la fenêtre, regardant passer les voitures. « Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, » ai-je répondu avec prudence. Il faut surveiller ses paroles avec les enfants pendant un divorce. Chaque mot est une munition potentielle. Elle a aussi dit que vous vous étiez juste éloignés l'un de l'autre. C'est ça, ouais, a-t-il lâché. Il s'est retourné vers moi. 13 ans, et il avait déjà ce regard. Celui qui disait qu'il savait qu'il y avait un envers au décor, mais qu'il n'était pas sûr de vouloir le connaître. J'avais envie de déballer la vérité, de lui dire que sa mère couchait avec Marcus Webb depuis au moins 6 mois. Avant qu'elle ne demande le divorce, j'avais trouvé des SMS supprimés, des emails louches, des notes de restaurant où je n'avais jamais mis les pieds. Mais on ne fait pas ça à ses enfants. Pas encore. Peut-être jamais. Parfois, les choses deviennent compliquées, fiston, ai-je dit à la place. Mais Lily et toi, vous êtes ma priorité, vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. Il a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air de me croire. Ça m'a fait plus de mal que les papiers du divorce, plus que l'appartement vide, plus que le message vocal arrogant de l'avocat de Rachel au sujet de la garde. Mon fils ne me croyait plus. C'est là que j'ai commencé à tout consigner. Chaque discussion, chaque retard, chaque fois que Rachel changeait l'emploi du temps sans prévenir. Je me suis procuré un petit carnet noir avec un élastique et j'ai tout noté. Les dates, les heures, ce qui avait été dit, qui était présent. Patricia Harman dira plus tard que ce carnet a tout sauvé. Mais ce premier soir, dans le duplex, assis sur un canapé qui sentait la vieille vie de quelqu'un d'autre, je pensais simplement que j'étais en train de perdre les pédales. Il s'est avéré que j'étais le seul encore sain d'esprit. Après 3 mois, j'ai commencé à déceler un schéma. Rachel annulait mes week-ends avec les enfants à la dernière minute, toujours avec une excuse bidon. Lily avait un anniversaire. Owen avait un projet scolaire. Notre chien était malade. Nous n'avions pas de chien. J'ai noté chaque annulation, chaque excuse, chaque occurrence. Le pick-up de Marcus était garé dans mon ancienne allée pendant mes heures de garde. J'ai pris des photos depuis le bout de la rue. Horodatage, plaque d'immatriculation, la totale. J'avais l'impression d'être un détective enquêtant sur moi-même. Le véritable tournant est venu de quelqu'un que je n'attendais pas. Sophia Martinez, la nounou des enfants depuis 2 ans, m'a appelé un dimanche soir. Sa voix était tendue, nerveuse. « Monsieur Morrison, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Sophia venait du Salvador. Elle avait 31 ans et étudiait pour devenir assistante juridique à Cleveland State. Une femme intelligente. Trop intelligente pour ne pas voir ce qui se tramait dans cette maison. Nous nous sommes retrouvés dans un café sur Euclid Avenue.
Elle avait apporté un petit enregistreur numérique, le genre qu'on achète dans n'importe quel magasin d'électronique. « J'ai enregistré des conversations », a-t-elle dit en le faisant glisser sur la table. Madame Morrison ignore que l'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie suffit. J'avais vérifié les lois. J'ai fixé l'enregistreur comme s'il allait exploser. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Elle et Marcus qui complotent. Des choses graves, monsieur Morrison. La main de Sophia tremblait un peu. Ils parlent de vous comme si vous n'étiez rien, comme si vous n'existiez même pas. Et ils vont dire que vous êtes mentalement instable, que vous avez menacé Madame Morrison. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai jamais menacé personne. Je le sais, c'est pour ça que je vous le dis. Elle a poussé l'enregistreur plus près de moi. 6 enregistrements, des jours différents. Elle m'a demandé de mentir au tribunal, de signer un papier disant que vous buviez devant les enfants. J'ai refusé. Elle m'a licencié il y a 4 jours. J'ai regardé cette femme qui s'était occupée de mes enfants et qui venait de perdre son emploi parce qu'elle refusait de mentir pour me nuire. Quelque chose s'est brisé en moi. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de savoir quel genre d'homme je voulais être. Celui qui abandonne ou celui qui se bat. Merci, ai-je dit. Je ferai en sorte que cela compte. Il y a autre chose, a ajouté Sophia à voix basse. Marcus est violent. Je l'ai vu attraper le bras d'Owen une fois. Fort. Il y avait des bleus. Owen a dit qu'il était tombé en jouant au basket, mais je ne pense pas qu'il soit tombé du tout. Chaque muscle de mon corps s'est crispé. C'était quand? Il y a 3 semaines. Elle m'a montré une photo sur son téléphone. C'était clair comme le jour. Des marques de doigts sur le bras de mon fils. Des ecchymoses. J'ai tout copié immédiatement. Les enregistrements, la photo, tout ce dont elle pouvait se souvenir. Puis j'ai appelé Patricia Harman. « Il faut qu'on se voie », ai-je dit. « Ce soir, si possible. » Patricia vivait à Shaker Heights, dans l'une de ces magnifiques vieilles maisons en briques qui semblent être là depuis toujours. Elle a ouvert la porte en gilet, ses lunettes de lecture sur le nez. Elle a scruté mon visage et a dit « Entrez, je vais faire du café. » Je lui ai tout montré. Elle a écouté les enregistrements 3 fois, prenant des notes de cette écriture de juriste, les yeux rivés sur la photo du bras d'Owen, comme si elle voulait y percer un trou par la seule force du regard. « Ça change tout, finit-elle par dire. Mais il va falloir être malin, méthodique. Ils pensent avoir déjà gagné. Laissons-les dans cette illusion pour l'instant. » Elle esquissa un sourire, mais il n'avait rien d'amical. C'était le sourire d'une professionnelle en mission. On monte le dossier en silence, on documente le moindre détail et on dépose une requête sous scellé. Le juge verra tout avant l'audience, avant même qu'il ne sache ce qui leur tombe dessus. Patricia passa les 7 semaines suivantes à passer ma vie au peigne fin. Elle éplucha chaque relevé bancaire, chaque email, chaque reçu. Elle avait des relations, le genre de réseau qu'on se tisse après 45 ans de barreau dans la même ville. « Votre femme a déplacé de l'argent », m'annonça Patricia lors d'un de nos rendez-vous. Nous étions dans son bureau, entourés de piles de dossiers qui semblaient croître à chacune de mes visites. De petites sommes pour ne pas déclencher d'alerte. 600 par-ci, 900 par-là. Tout va vers une SARL enregistrée au nom de Marcus Webb. Pourquoi faire? C'est ce qu'on va découvrir. Elle me tendit un document. Allied Defense Consulting. Déposé 5 mois avant que Rachel le demande le divorce. Marcus en est l'unique propriétaire. L'adresse correspond à une boutique UPS à Lakewood. Une société écran? Probablement. Et s'il déplace des fonds ainsi sans vous en informer, c'est une fraude, pure et simple. Patricia s'adossa à son fauteuil. De combien parle-t-on au total? 45 000 $ jusqu'ici. 32 000 provenant du compte joint avant qu'elle ne le clôture. Plus 13 000 de son compte personnel, celui que vous pensiez réservé aux courses. Patricia n'oscilla pas. Elle en avait vu d'autres, mais moi, j'avais l'impression d'encaisser coup sur coup. La trahison se mêlait à l'escroquerie. Le mois suivant, je fis tout ce que Patricia m'ordonna. Je vendis une moto de collection que j'étais en train de restaurer. Je n'en avais plus besoin et je n'avais plus les moyens de la stocker. Je cédai mes parts de l'usine à mon associé. J'en gardais juste assez pour rester impliqué,
mais je réduisis mes risques. Rachel pensait que je m'effaçais, que je devenais une proie facile. En réalité, je me rendais plus difficile à atteindre. Chaque mardi et un week-end sur deux, j'étais là pour les enfants, toujours à l'heure, toujours prêt. Je préparais les goûters préférés de Lily, ces biscuits au beurre de cacahuète dont elle était capable de manger tout le paquet si on ne l'arrêtait pas. J'allais au match de foot d'Owen, même les plus lointains. Cela représentait 3 heures de route aller-retour. Rachel arrivait en retard avec Marcus. Il s'asseyait là comme s'il était le maître des lieux. Owen commença à me parler davantage. Pas de choses graves au début, juste des détails. L'école, les copains, un jeu vidéo. Mais un soir, alors que je le déposais, il lâcha une phrase qui me glaça le sang. « Marcus n'est pas un type bien, papa. » Je me tournai vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais-moi confiance, il ne l'est pas. » Owen sortit de la voiture, puis se pencha à nouveau vers l'intérieur. « Maman ne le voit pas, mais moi, si. » Je voulais en savoir plus, mais il marchait déjà vers la maison. Je restai là à le regarder et je pris une décision. Quoi qu'il en coûte, quel que soit le temps nécessaire, je sortirai mes enfants de là. Patricia déposa la requête sous scellé 2 semaines avant l'audience. Le juge Mills l'a reçue directement avec toutes nos preuves, les enregistrements, les transferts bancaires, les statuts de la SARL, la photo de l'hématome d'Owen. Tout était parfaitement organisé. Nous n'en avons pas informé l'avocat de Rachel, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, on attend, dit Patricia, et on les laisse entrer dans la salle d'audience persuadés qu'ils ont déjà gagné. Et si ça ne marche pas ? Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Daniel, je fais ce métier depuis plus longtemps que vous n'êtes au monde. Faites-moi confiance. Ils vont découvrir ce qui arrive quand on sous-estime un homme qui n'a plus rien à perdre et tout à défendre. L'avocat de Rachel, Kenneth Barnes, entra dans la salle d'audience d'un pas conquérant. Un jeune loup d'une trentaine d'années, le genre à répéter ses expressions devant un miroir. Il portait une mallette en cuir qui coûtait plus cher que mon loyer et un costume qui hurlait « Je facture 450 $. Il commença par des photos. Moi, l'air fatigué, mal rasé, distrait. Une photo prise à l'époque où l'usine licenciait et où je faisais 75 heures par semaine. Une autre de l'anniversaire de Lily, dont Rachel avait changé la date sans me prévenir. J'étais arrivé avec 1 jour de retard. Pas de contexte. J'avais l'air d'un fantôme. « Votre honneur, » dit Barnes avec une sympathie de façade. « Nous voyons ici un schéma clair de désengagement parental. Un père présent en théorie, mais absent dans les faits. » Rachel s'essuya les yeux avec un mouchoir. Pile au bon moment. Marcus était assis à côté d'elle, les bras croisés, hochant la tête comme s'il jugeait un concours de talent. La sœur de Rachel, Beth, chuchota quelque chose à la femme assise à côté d'elle. Toutes deux me lancèrent un regard chargé de pitié ou de dégoût. Difficile de faire la différence. Puis vinrent les vidéos. Des séquences de Lily en pleine crise de larmes et d'Owen l'air bouleversé. Rachel avait compilé les pires moments, avec Marcus en voix off pour commenter. « Voilà dans quel état ils sont après avoir passé le week-end avec leur père, » disait-il, comme si je les empoisonnais. Barnes le répéta 2 fois pour les faits. « Les enfants reviennent émotionnellement instables, poursuivit-il. Madame Morrison a dû les inscrire à une thérapie pour gérer l'anxiété causée par la vie instable et le comportement imprévisible de Monsieur Morrison. » Je sentis Patricia bouger à côté de moi. Pas de la nervosité, elle était simplement prête, comme un boxeur attendant le gong. La juge Mills ne réagit pas. Elle avait déjà pris connaissance du dossier confidentiel le matin même. Patricia avait vérifié auprès du greffier. Mills avait passé 45 minutes à examiner nos preuves avant même que ce cirque ne commence. Barnes continuait de pérorer. « De plus, votre honneur, Monsieur Morrison s'est opposé à une coparentalité moderne. Il refusait d'utiliser l'application judiciaire pour communiquer. Il persistait à appeler à des heures impossibles et remettait en question chaque décision prise pour les enfants. » Cette dernière partie était presque comique. J'avais simplement demandé pourquoi Marcus passait des appels d'ordre médical concernant mes enfants. Apparemment, c'était un tort. Rachel s'avança à la barre. Elle portait ce blazer gris, celui qui hurlait « mère responsable », alors que je ne l'avais vu le porter que pour des procédures judiciaires.
Son témoignage était fluide, comme si elle l'avait répété 1 million de fois. Elle raconta comment je m'étais replié sur moi-même, comment j'avais cessé de faire partie de la famille et comment elle avait tout tenté pour sauver le mariage avant d'abandonner. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Owen et Lily », dit-elle, la voix se brisant pile au bon moment lorsqu'elle prononça leur prénom. « Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'un foyer où ils se sentent en sécurité. » « Et se sentent-ils en sécurité avec M. Morrison » demanda Barnes, parfaitement synchrone. « Je pense qu'ils l'aiment » répondit Rachel avec précaution. « Mais l'amour ne suffit pas toujours. Ils ont besoin de structure, de cohérence, des choses que Daniel a eu du mal à fournir. » Marcus se pencha en avant, lui adressant un petit signe de tête, comme s'ils avaient joué cette scène 100 fois. Patricia n'avait toujours pas bougé. Elle restait assise, stylo en main, griffonnant des notes. Quand Barnes acheva son grand discours dramatique sur la protection d'enfants innocents contre des parents instables, elle n'écrivit qu'un seul mot dans la marge de son bloc-notes. Je pouvais le lire d'où j'étais. Showtime. Barnes venait de terminer sa conclusion quand la juge Mills se pencha légèrement en avant. Un mouvement infime, mais suffisant pour changer toute l'atmosphère de la salle. « Monsieur Webb, » dit-elle d'une voix calme mais tranchante, « pouvez-vous expliquer votre implication dans la société Allied Defense Consulting ?» Marcus sia. Une fois. 2 fois. « Je vous demande pardon, votre honneur ? La SARL, enregistrée il y a 5 mois, celle qui a reçu environ 45 000 $ provenant des comptes de Madame Morrison. » Mills tapota le dossier scellé sur son bureau. « Vous y êtes inscrit comme gérant. » Marcus devint livide. La tête de Rachel pivota brusquement vers lui. « 45 000 ? De quoi parle-t-elle » Barnes bondit. « Votre honneur, nous ignorions que ces finances seraient examinées aujourd'hui. Nous demandons une suspension d'audience pour étudier les documents. » « Demande rejetée, » trancha Mills. « La partie adverse a tout déposé dans les délais. Vous aviez les mêmes chances de vous préparer. » Patricia se leva, sans hâte, sans mélodrame. Elle prit une fine chemise dans sa mallette et s'approcha du siège de la juge comme si elle lui apportait un café. « Votre honneur, nous avons documenté des transferts des comptes personnels et joints de Madame Morrison vers la société de Monsieur Webb sur une période de 7 mois. Chaque transfert correspond à des dates où Monsieur Webb et Madame Morrison prétendaient effectuer du conseil en gestion d'entreprise légitime. » La juge Mills ouvrit le dossier. Son expression resta de marbre, mais sa mâchoire se crispa légèrement. Elle tourna 4 pages, puis fixa Marcus. « Monsieur Webb, voici des factures pour services rendus, planification du développement de l'enfant, conseil en gestion domestique, restructuration financière. C'est bien cela ?» La bouche de Marcus s'ouvrit, puis se referma. C'était un travail de consultant légitime. Un conseil légitime sans aucun contrat ? La voix de Patricia restait stable. Sans licence commerciale pour ses services, sans aucune certification dans ses domaines. Un silence s'installa. Le genre de silence qui fait mal. Rachel saisit violemment le bras de Marcus. « Tu m'avais dit que c'était propre. » « Tu as dit que c'était juste des transferts entre partenaires, » siffla Marcus en retour, trop fort. « Tu as tout signé. Tu savais ce que tu faisais. » Barnes tenta de s'interposer. « Votre honneur, je m'oppose à cette description de transaction commerciale légitime entre adultes. » Mills ne quitta pas Marcus du regard. « Les adultes peuvent aussi commettre des fraudes, maître. Surtout quand cela se produit pendant un divorce et n'est pas divulgué au tribunal. » Elle se tourna vers son greffier. « Ordonnez un audit financier complet. Je veux l'intégralité des relevés bancaires de Madame Morrison et de Monsieur Webb, ainsi que tous les courriels concernant cette SARL. Et prévenez la brigade financière. Cela pourrait nécessiter une enquête plus approfondie. » Un murmure parcourut la salle. Rachel passa de la confusion à la pâleur, puis à un état proche de la panique. Beth cessa de chuchoter. Marcus semblait calculer la distance qui le séparait de la sortie la plus proche. Patricia revint à notre table et s'assit. Elle ne sourit pas, ne triompha pas. Elle se pencha simplement vers moi et murmura. Regardez-les s'effondrer.
Barnes feuilletait ses dossiers frénétiquement, comme s'il espérait y trouver un document magique capable de les sauver. Ce n'était pas le cas. Rachel se saisit de son téléphone et commença à envoyer des SMS comme une possédée. Marcus, lui, restait simplement assis là, fixant la juge. On aurait dit qu'il venait de réaliser qu'il s'était trompé de tribunal. La juge Mills n'en avait pas fini. Madame Morrison, ces transferts ont commencé 5 mois avant que vous ne demandiez le divorce, à l'époque même où vous invoquiez des difficultés financières pour réclamer une pension plus élevée. Vous voulez m'expliquer cela ? Rachel se leva, les jambes flageolantes. On m'a dit que c'était un investissement. Marcus disait qu'il lançait une affaire et je l'aidais à démarrer. En déplaçant des biens matrimoniaux sans l'autorisation de votre mari ? Je ne pensais pas avoir besoin d'une autorisation. Vous avez déposé votre demande 5 mois après le début de ces transferts, dit Mills d'une voix désormais tranchante. Ce qui signifie qu'il s'agissait de biens communs, soumis à l'obligation de divulgation et au partage. Ce qui n'a pas été fait. Les murs se rapprochaient. Je pouvais voir l'instant précis où Rachel comprit que les choses ne se passaient pas du tout comme prévu. Patricia restait là, de marbre, comme si elle savait qu'elle tenait toute la partie entre ses mains. Votre honneur, nous souhaitons appeler Sophia Martinez à la barre. Les portes de la salle s'ouvrirent et Sophia entra d'un pas décidé. Elle portait une robe bleu marine, toute simple, les cheveux tirés en arrière, de petites boucles d'oreilles. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme travailleuse qui estimait que la vérité valait plus que son emploi. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Elle agrippa le bras de Barnes, lui murmurant quelque chose comme si sa vie en dépendait. Il se contenta de secouer la tête, l'air totalement perdu. Il ne l'avait pas vu venir. Sophia prêta serment et s'assit, les mains sagement croisées sur ses genoux, le dos droit comme un i. La juge Mills lui adressa un petit signe de tête, comme pour lui dire « Tout va bien se passer ». « Mademoiselle Martinez », commença Patricia, « vous avez travaillé pour la famille Morrison pendant environ 2 ans, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. J'étais la nounou d'Owen et Lily. J'aidais aussi pour la maison, vous savez, l'organisation, tout ça. »« Et quand avez-vous cessé d'y travailler ?»« Il y a 3 semaines. Madame Morrison m'a licenciée. » Patricia s'approcha de la barre. « Pouvez-vous dire à la cour pourquoi elle vous a licencié ?» Sophia prit une inspiration. « Elle voulait que je signe quelque chose, une déclaration sous serment. Ça disait que j'avais vu M. Morrison boire devant les enfants et se comporter comme un fou. Elle voulait que je dise des choses qui ne sont jamais arrivées. » Un murmure parcourut la salle. Le visage de Rachel devint rouge comme une tomate. Marcus s'agita sur son siège comme s'il voulait disparaître. « Et avez-vous signé ce document ?» demanda Patricia. « Non, madame. Je lui ai dit que je ne pouvais pas mentir sous serment. C'est là qu'elle m'a renvoyé, sur le champ. Pendant que vous travailliez là-bas, avez-vous déjà vu M. Morrison boire devant les enfants ou se comporter de manière déplacée ? Jamais. M. Morrison a toujours été bien avec les enfants, toujours à l'heure, toujours prêt. Il apportait à Lily ses goûters préférés. Il aidait Owen pour ses devoirs. C'était un bon père. » Patricia hocha la tête. « Avez-vous déjà remarqué quoi que ce soit entre Madame Morrison et Marcus Webb qui vous est interpellé ? » ?»« Oui, souvent. Pouvez-vous nous en dire plus ?» Les mains de Sophia se crispèrent légèrement. Il parlait de M. Morrison comme s'il n'était même pas un être humain, comme si c'était juste un obstacle dont il devait se débarrasser. Je les ai entendus planifier ce qu'ils allaient dire au tribunal, quels mensonges raconter. Barnes bondit. « Objection, oui dire !»« Pas si elle dispose d'enregistrement, » rétorqua Patricia, d'un ton on ne peut plus calme. Elle se tourna vers Sophia. « Mademoiselle Martinez, avez-vous effectué des enregistrements pendant que vous travailliez là-bas ?»« Oui. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie suffit, et c'est moi qui ai consenti. » Patricia tendit une clé USB au greffier. « Nous avons 6 fichiers audio, tous horodatés. Votre honneur, nous aimerions diffuser le premier. » La juge Mills acquiesça. Les haut-parleurs de la salle grésillèrent, puis la voix de Rachel s'éleva, claire comme le jour. « Déplace l'argent avant qu'il ne puisse le tracer.
De toute façon, Daniel ne regarde jamais les comptes. Puis la voix de Marcus. Même s'il le fait, qu'est-ce qu'il va faire? Venir pleurer au tribunal? La juge n'en fera qu'une bouchée. Rachel, à nouveau. Il faut qu'on le fasse passer pour quelqu'un d'instable. Sophia, si on a besoin que tu écrives quelque chose, juste un truc vague sur son comportement, tu le ferais? Clic. L'enregistrement s'arrêta. On aurait pu entendre une mouche voler. Rachel restait prostrée, le visage livide. Marcus fixait droit devant lui, comme si, en restant immobile, il pouvait devenir invisible. Patricia laissa le silence planer. « Mademoiselle Martinez, est-ce bien l'enregistrement d'une conversation que vous avez entendue ?»« Oui, madame. Il y en a 5 autres comme celui-là sur la clé. » La juge Mills se pencha en avant. « Mademoiselle Martinez, l'un ou l'autre vous a-t-il déjà demandé de mentir sous serment ?» Sophia regarda Rachel bien en face. « Oui, votre honneur. Madame Morrison l'a fait, à plusieurs reprises. » Barnes se leva si brusquement que sa chaise en grinça sur le sol. « Votre honneur, nous sommes face à un conflit d'intérêts. Je ne peux plus représenter à la fois Madame Morrison et Monsieur Webb avec de telles preuves. » Marcus se tourna vers lui, hébété. « Qu'est-ce que vous racontez ?»« Je dis que vous avez besoin de votre propre avocat. » Et fissa, lança Barnes, dont la voix avait perdu toute son assurance. « À compter de cet instant, je ne vous représente plus, Monsieur Webb. Vous n'avez pas le droit, lança Marcus, le ton montant. On avait un accord. Cet accord n'incluait pas l'éventualité que vous commettiez un crime. » Barnes tourna son regard vers Rachel. « Madame Morrison, je réfléchirai très sérieusement à ce que vous comptez faire maintenant. » Rachel se leva, la voix brisée. « Vous nous lâchez comme ça, maintenant ? Je refuse d'être impliqué dans une affaire de fraude, trancha Barnes d'un ton sec. Marcus bondit de sa chaise. « C'est de la folie. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte. Rachel, dis-leur que ce n'est pas ce qu'ils croient. » Rachel se tourna vers lui, perdant totalement son sang-froid. « Pas ce qu'ils croient ? Tu m'as dit que cette sarle était légale. Tu as dit que déplacer l'argent était une stratégie intelligente. Tu as dit que Daniel ne le découvrirait jamais. C'est toi qui voulais le faire, répliqua Marcus. Ne fais pas comme si je t'avais forcé. C'est toi qui as signé tous les chèques. Tu savais exactement ce qui se passait. J'avais confiance en toi. » La voix de Rachel résonna dans la salle d'audience. « Tu as dit que tu avais déjà géré des situations de ce genre. Tu as dit que tu savais comment les tribunaux fonctionnaient. Et je l'ai géré. C'est toi qui as gardé cette nounou trop longtemps. C'est toi qui as tout fait foirer. » Le juge Mills abattit son marteau avec une telle violence que tout le monde sursauta. « Asseyez-vous tous les deux et taisez-vous, ou je vous fais expulser de ma salle d'audience. » Ils se rassèrent, mais le mal était fait. Leur camp s'était effondré. Patricia, elle, était toujours debout. « Votre honneur, puisque M. Webb vient d'admettre avoir déjà géré des situations de ce genre, nous aimerions verser au dossier la preuve d'une plainte déposée contre lui dans l'Indiana. Une affaire domestique impliquant des manipulations financières. Cela s'est réglé à l'amiable, mais c'est au dossier. M. Webb a des antécédents. Madame Morrison ? Elle n'est que sa dernière proie en date, même si elle s'est rendue complice. » Mills parcourut le document, son visage se durcissant à chaque ligne. « Monsieur Webb, il vous faut un avocat, immédiatement. Je délivre une ordonnance de protection avec effet aujourd'hui même. Vous n'avez plus le droit de contacter Madame Morrison, Monsieur Morrison, ni aucun des 2 enfants tant que cette affaire n'est pas réglée. » Marcus commença à protester. « N'insistez pas, » coupa Mills. « Je transmets également ce dossier au bureau du procureur du comté de Cuyahoga. Ils décideront si des poursuites doivent être engagées. » Elle reporta son regard sur Rachel. « Madame Morrison, vous avez jusqu'à vendredi pour remettre l'intégralité de vos relevés financiers. Chaque compte, chaque transfert, chaque message échangé avec M. Webb concernant de l'argent. Si vous ne le faites pas, je vous déclarerai coupable d'outrage au tribunal. » Rachel hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Pas les larmes de crocodile de tout à l'heure, de vraies larmes, celles qui surviennent quand on réalise qu'on a tout gâché et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Patricia se rassit près de moi. « Encore un témoin, murmura-t-elle. Et on gagne. »
Le docteur Sarah Brennan entra dans la salle, muni d'un épais classeur et de ce calme olympien que l'on acquiert après 30 ans passés à traiter des familles brisées. Psychologue, mandaté par le tribunal, recommandé par Patricia, approuvé par le juge Mills sans difficulté. Le docteur Brennan s'installa à la barre. J'ai procédé à l'évaluation complète des 2 enfants. 7 séances au total sur 4 semaines. 2 à l'école, 2 chez le père, 3 chez la mère. Elle ouvrit son classeur. Chez M. Morrison, les 2 enfants ont montré qu'ils se sentaient en sécurité. Owen a parlé de ses sentiments, Lily a joué et semblait à l'aise. Le foyer était stable, prévisible, sûr. Le juge Mills se pencha en avant. Et chez Madame Morrison? Les 2 enfants présentaient des signes d'anxiété. Lily avait du mal à dormir. Owen a dit se sentir responsable des émotions de sa mère. Les 2 enfants ont déclaré que M. Webb les mettait mal à l'aise. Les épaules de Rachel s'affaissèrent. Barnes, assis à ses côtés, prenait des notes sans dire un mot. Owen m'a confié que M. Webb lui avait serré le bras assez fort pour lui laisser des bleus. Il avait peur d'en parler car il pensait que cela aggraverait les choses. La voix du docteur Brennan restait professionnelle, mais son regard trahissait son empathie. Lily m'a dit que sa mère lui avait répété que si elle parlait trop de ce qui se passait à la maison, son papa ne pourrait peut-être plus jamais la voir. Ma poitrine se serra. Ma petite fille portait ce poids toute seule. Selon votre avis professionnel, demanda le juge Mills, où ces enfants se sentent-ils le plus en sécurité? Sans aucun doute, M. Morrison offre une stabilité émotionnelle, des routines constantes et un cadre sain. Les enfants ont confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en l'environnement créé par Madame Morrison. Rachel essuya ses yeux. De vraies larmes, cette fois. Le docteur Brennan poursuivit. Je recommande la garde principale pour M. Morrison. Madame Morrison devrait bénéficier de visites médiatisées jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle est en mesure d'offrir un environnement stable et sûr, exempt de l'influence de M. Webb. Le juge Mills lut l'évaluation en silence. Puis, elle prit son stylo et commença à écrire. Le crissement de la plume était le seul son audible dans la salle. Les modalités de garde sont révisées, finit par dire Mills. Enfin. La garde physique principale est confiée à Daniel Morrison, avec effet immédiat. Rachel Morrison aura un droit de visite supervisé un week-end sur 2 en attendant une réévaluation dans 3 mois. Monsieur Webb est interdit de présence lors de ces visites. Elle fixa Rachel droit dans les yeux. Vous avez mis vos enfants en danger. Vous avez privilégié un escroc à leur sécurité. Cela s'arrête là. Rachel hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Le juge Mills se tourna vers moi. « Monsieur Morrison, vos enfants vous seront remis aujourd'hui même. Le tribunal vous fournira les documents nécessaires pour l'école et les médecins. » Je me levai. « Merci, monsieur le juge. » Patricia effleura mon bras. Nous avions gagné. Pas seulement la garde, la vérité avait triomphé. Dehors, l'air d'octobre semblait différent, plus pur. Le ciel affichait ce bleu profond que l'on ne voit qu'en automne, et les feuilles commençaient à virer. Marcus Webb était déjà parti sous escorte policière. Le juge Mills avait été clair, il ne pouvait plus approcher un seul Morrison à moins de 150 mètres. Avec le signalement au procureur, il allait bientôt avoir des problèmes bien plus graves. Rachel se tenait sur les marches du palais de justice, seule. Sa sœur était partie. Ses amis s'étaient volatilisés. Barnes était déjà dans sa voiture, probablement soulagé que tout soit fini. Elle m'aperçut alors que je me dirigeais vers mon pick-up et m'appela. « Daniel, attends !» Je m'arrêtai et fis volte-face. Patricia était partie déposer des documents. Nous n'étions plus que tous les deux. Les 2 mêmes personnes qui, autrefois, s'étaient promis l'éternité. « Je suis désolé, » dit Rachel. Sa voix était ténue, brisée. « J'ai tout gâché. Je le comprends maintenant. »« C'est vrai, » répondis-je. Sans colère, juste un constat. Marcus m'a convaincu que c'était toi le problème, que je méritais mieux. Il rendait tout ça si logique. Elle baissa les yeux sur ses mains.
Je l'ai cru parce que j'en avais envie. Tu as fait des choix, Rachel. Assume-les. Je sais. Elle leva les yeux vers moi, le mascara coulant sur ses joues. Est-ce que tu vas m'empêcher de voir les enfants pour toujours? Non. Ils ont besoin de leur mère. Mais ils ont besoin de la vraie Rachel, pas de celle que tu es devenue avec Marcus. J'ajustai ma mallette. Tu veux arranger les choses? Prouve que tu peux les faire passer en priorité. Fais-le vraiment, ne te contente pas de le dire. Elle acquiesça. Est-ce que je peux les appeler ce soir, juste pour leur dire bonne nuit? Des appels supervisés pour l'instant, via l'application du tribunal. Suis les règles et peut-être qu'on pourra évoluer vers quelque chose de mieux. Merci, murmura-t-elle. Je marchai vers mon véhicule sans me retourner. Owen et Lily attendaient au cabinet de Patricia, sans doute terrifiés par la suite des événements. Je devais les rejoindre, leur dire que tout allait bien se passer, maintenant. Mon téléphone vibra. Un SMS de Patricia. Le bureau du procureur vient d'appeler. Ils engagent des poursuites contre Webb. Fraude, subornation de témoins. Ils risquent une lourde peine. Tant mieux. Certaines personnes devaient payer. 10 mois plus tard, Owen figurait au tableau d'honneur. Lily avait recommencé à faire ses nuits, les cauchemars avaient disparu. Rachel avait terminé ses cours de parentalité et suivait régulièrement une thérapie. Nous en étions aux visites supervisées, mais elles devenaient plus faciles. Elle faisait des efforts, de vrais efforts cette fois. À l'usine, j'ai été promu directeur des opérations. L'augmentation m'a permis de réparer enfin ce robinet qui fuyait dans le duplex. Ou peut-être que j'allais simplement déménager dans un endroit plus agréable pour les enfants. Marcus Webb a accepté un accord de plaidé coupable, 20 mois de prison ferme. Il devait nous rembourser intégralement, Rachel et moi, et une ordonnance de protection permanente a été rendue. Il ne toucherait plus jamais à ma famille. Un samedi après-midi, Owen et moi lancions un ballon de football américain dans le jardin de notre nouvelle maison de location. Lily dessinait à la craie sur la terrasse. « Papa », dit Owen en rattrapant le ballon. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Que tu allais gagner? » « Non, » lui avouai-je. Honnêtement, je savais juste que je devais me battre. La victoire n'était pas acquise d'avance, mais me battre pour toi et ta sœur, ça ne faisait aucun doute. Il hocha la tête et me renvoya le ballon. « Je suis content que tu l'aies fait. »« Moi aussi, mon grand. Moi aussi. »